Le son de la gifle a résonné plus fort que le moniteur cardiaque. Dr. Preston, le garçon d'or de l'hôpital, Papa Samara, n'a pas seulement réprimandé la nouvelle infirmière, il a mis ses mains sur elle. Il a entrelacé ses doigts dans ses cheveux et l'a tiré en arrière, ricanant « Connais ta place ordure ». Le air entier s'est figé. Il s'attendait à ce que l'infirmière calme et timide pleure. Il s'attendait à ce qu'elle implore le pardon, mais il ne savait pas que la femme debout dans ses blouses bleues trop grandes n'était pas seulement une infirmière. Elle était le Major Harper Bennett, une vétéran de combat décorée du 160e CR qui avait effectué des chirurgies à l'arrière de Black Hawks en feu. Et Dr. Preston, il venait de faire la plus grande erreur de sa vie. Seattle Grace Memorial était un champ de bataille juste d'un genre différent. Au lieu de buts de mortier et des EUD, il y avait des arrêts cardiaques, des victimes d'overdose et le sifflement perçant incessant de sirènes d'ambulance. Harper Bennett se déplaçait à travers le chaos de la salle d'urgence avec un silence qui troublait les gens. Elle avait 32 ans, bien que ses yeux semblaient sans. Elle travaillait à l'hôpital depuis 3 mois, et pendant ce temps, elle avait prononcé moins de 50 mots à ses collègues. Elle faisait le sale boulot. Elle nettoyait les bassins de lit, elle réapprovisionnait les perfusions de sérum physiologique, et elle prenait les corps de nuit qu'aucune des infirmières seniors ne voulait. Pour le personnel, elle était une personne insignifiante, une infirmière itinérante de nulle part avec un CV chancelant et un comportement qui suggérait qu'elle avait peur de sa propre ombre. « Bennett, bouge-toi !» Le cri venait du Dr. Silas Preston. Preston était le chef de la chirurgie traumatologique. Il avait 45 ans beau d'une manière dont il était douloureusement conscient et possédait un ego qui passait à peine par les doubles portes de la salle de traumatologie. Il venait d'Argent ancien, les Preston du Connecticut, et il traitait le personnel hospitalier comme ses serviteurs personnels. Harper ne sourcilla pas à son ton. Elle a simplement ramassé le plateau d'instruments stérilisés et a marché vers la salle de traumatologie 4, où Preston recousait une lacération sur un étudiant ivre. « Vous êtes en retard, Preston ricana, sans lever les yeux de son travail. J'ai demandé ceci il y a 30 secondes. Savez-vous combien vaut mon temps, Bennett? » « Mes excuses, docteur, » a dit Harper. Sa voix était basse, plate et dépourvue d'émotion. Preston ricana. Les excuses ne sauvent pas des vies. La compétence le fait. Essayez d'en acquérir. Il a arraché une pince hémostatique du plateau, brossant délibérément sa main contre la sienne, puis essuyant son gant sur sa blouse comme si elle était contagieuse. Les autres infirmières, rassemblées près du poste des infirmières, regardaient avec un mélange de pitié et de soulagement. Soulagement que ce n'était pas elle dans la ligne de tir aujourd'hui. Il est de mauvaise humeur, murmura Chloé, une jeune infirmière aux blouses roses vifs. Son portefeuille boursier a probablement pris un coup. Ou sa femme a découvert l'affaire avec la représentante pharmaceutique, marmonna David, l'infirmier chef de service. Il soupira, regardant Harper se retirer dans l'ombre du placard à fourniture. Je ne sais pas comment Bennett le prend. Elle n'a aucune colonne vertébrale. S'il me parlait comme ça, ai-je pensé, je le signalerais au RH. Les RH ne le toucheront pas, répondit Chloé. Son père est au conseil d'administration. Bennett est juste une proie facile. Elle est comme un fantôme. Je lui ai demandé d'où elle avait été transférée hier, et elle m'a juste regardé fixement jusqu'à ce que je m'éloigne. À l'intérieur du placard à fourniture, Harper Bennett a appuyé son front contre le métal frais de l'étagère. Elle a pris une respiration. Inspirez pour 4, retenez pour 4. Expirez pour 4. Ses mains étaient stables. Elles étaient toujours stables. Elles avaient été stables dans la vallée de Corinal lorsqu'un RPG a frappé son convoi. Elles avaient été stables quand elle a dû emballer la blessure à la poitrine de son officier commandant, le capitaine Miller, tout en étant sous le feu d'une ligne de crête à 300 mètres. Elle n'avait pas peur d'un homme comme Silas Preston. Les hommes comme lui étaient doux.
Il cassait quand la climatisation tombait en panne. Harper avait survécu à des choses qui rendraient Preston catatonique. Elle ajusta les manches longues de son sous-vêtement. Elle les portait même dans la chaleur étouffante de l'hiver. Il cachait les cicatrices de shrapnel sur son avant-bras gauche et le tatouage sur son poignet droit, l'insigne des Night Stalkers, le 160e régiment d'aviation d'opérations spéciales. Elle n'était pas ici pour la gloire. Elle était ici pour se réintégrer, pour apprendre à être civile à nouveau. L'armée l'avait médicalement démobilisée après l'incident en Syrie, une mission d'extraction classifiée qui avait mal tourné. Elle était apte au service physiquement, mais les psychologues disaient qu'elle avait besoin de temps dans un environnement à faible stress. Alors, elle récurait les sols et laissait un chirurgien pompeux la traiter comme une servante. C'était une partie de la mission. Se fondre, ne pas s'engager. Ça, Bennett. La voix de Preston rugit du couloir. Sortez d'ici. Nous avons un polytraumatisé entrant. Harper ouvrit les yeux. L'acier revint dans son regard. Elle se repoussa de l'étagère et retourna dans la mêlée. Les portes coulissantes de l'ER s'ouvrirent en grand. Les ambulanciers ont accouru, poussant 2 brancards entourés d'une agitation frénétique. L'air sentait instantanément le cuivre, le sang et la pluie. « Parlez-moi » Preston cria, prenant le devant de la scène, bombant le torse. Homme, environ 50 ans, multiples blessures par balle à la poitrine et à l'abdomen. L'ambulancier-chef cria par-dessus le bruit. Sa tension est en chute 70/40. Tachycardique, nous avons perdu son pouls 2 fois en chemin. Bay 1, Preston ordonna. David, mettez une voix. Chloé, appelez la banque de sang au téléphone. Bennett, il se retourna, ses yeux sauvages de la poussée d'adrénaline qu'il désirait. Vous êtes à l'aspiration. Ne le gâchez pas. Harper se mit en position à la tête du lit. Elle baissa les yeux vers le patient. C'était un homme grand bâti comme un tank, avec une barbe grise et un gilet tactique qui avait été découpé par les ambulanciers. Sous le sang, elle vit un tatouage sur son épaule, un poignard avec des ailes. Son cœur rata un battement. Forces spéciales. Elle regarda son visage. Il était enflé et contusionné, mais elle reconnut la structure. C'était le sergent-chef Knox, Fort Knox. Il avait été son officier d'entraînement à Fort Bragg il y a presque une décennie. « Il s'effondre » David cria. « Pagaise VIB » Preston hurla. Chargé à 200, la pièce explosa en un chaos contrôlé. Harper saisit le cathéter d'aspiration, dégageant les voies respiratoires avec une efficacité expérimentée. Elle remarqua quelque chose que Preston avait manqué. Le sang ne s'accumulait pas seulement. Il bouillonnait. Pneumothorax sous tension. Son esprit enregistra instantanément. Son poumon s'est effondré et exerce une pression sur le cœur. « Dégagez » Preston cria. Il claqua les pagaies sur la poitrine de Knox. Le corps convulsa. « Toujours VIB » David dit. « Chargé à 300. »« Docteur » dit Harper, sa voix coupant le bruit. Ce n'était pas le murmure qu'elle utilisait habituellement. C'était plus ferme. Les bruits respiratoires sont absents à droite. La trachée est déviée. Son pneumo sous tension. Le choqué ne fonctionnera pas. Il a besoin d'une décompression à l'aiguille maintenant. La pièce devint silencieuse pendant une fraction de seconde. Preston la regarda, son visage tordu de rage. « Excusez-moi. Êtes-vous un docteur, Bennett? Avez-vous fait des études de médecine ou avez-vous juste obtenu votre diplôme d'une boîte de céréales? Regardez la distension jugulaire. » Harper insista, pointant le cou du patient. « Si vous ne décomprimez pas la poitrine, il meurt dans 30 secondes. Taisez-vous, Preston rugit. Je suis le chirurgien traitant ici. Vous êtes une infirmière. Vous changez les bassins de lit et vous fermez votre bouche. Chargez à 360. Dégagez. » Il choqua Knox à nouveau. Rien. Ligne plate. Bon sang. Preston jeta les pagaies sur le chariot d'urgence. Il est parti. Déclarez-le. Non, Harper dit. Elle ne pensa pas. Elle ne calcula pas les conséquences. Elle a juste bougé.
Elle s'éloigna de l'unité d'aspiration et saisit une aiguille NGO-4 de calibre 14 du plateau de fournitures ouvert. Que pensez-vous faire? Preston se plaça devant elle, bloquant le patient. Bougez, Harper dit. Ses yeux étaient froids, des tunnels sombres. Sortez de ma salle de traumatologie, Preston hurla. Vous êtes renvoyé. Sortez. Il a un rythme palpable, mais la pression le tue, Harper dit, s'écartant sur le côté pour le contourner. Je ne le laisserai pas mourir à cause de votre ego. Ce fut le point de rupture. Dr. Silas Preston, un homme à qui on n'avait jamais dit non de toute sa vie, a craqué. Il tendit la main et attrapa Harper par l'arrière de sa calotte chirurgicale, mêlant ses doigts dans ses cheveux. Il lui tira la tête en arrière avec une force violente. J'ai dit. Preston siffla, son visage à quelques centimètres du sien, de la salive volant de ses lèvres. Connais ta place, espèce d'ordure sans valeur. La violence du mouvement envoya Harper trébucher en arrière. Elle frappa l'armoire métallique avec un grand bruit métallique, l'aiguille cliquetant au sol. Le air entier s'arrêta. Les docteurs se figèrent à mi-suture. Les infirmières laissèrent tomber les dossiers. Le silence était absolu. La violence contre le personnel était rare. Mais pour un chirurgien traitant d'agresser physiquement une infirmière au milieu d'un code, c'était inouï. Preston se tenait là, la poitrine haletante, le visage tordu en un grognement. Il se sentait puissant. Il se sentait comme un dieu disciplinant un enfant désobéissant. Il s'attendait à ce que Harper s'effondre. Il s'attendait à des larmes. Il s'attendait à ce qu'elle sorte en courant de la pièce, sanglotant, le laissant déclarer le patient mort, et vaque à sa journée. Harper baissa lentement la tête. Elle leva la main et toucha l'arrière de sa tête où il avait tiré ses cheveux. Elle ajusta sa calotte chirurgicale. Quand elle leva les yeux, la peur que tout le monde s'attendait à voir n'était pas là. L'infirmière calme était partie. À sa place se trouvait quelque chose d'entièrement différent. Sa posture changea, ses épaules s'équarrissent, ses pieds légèrement écartés à la largeur des épaules, une posture de combat. « Vous n'auriez pas dû faire ça, » dit Harper. Sa voix était à peine un murmure, mais elle portait un poids qui fit dresser les cheveux sur la nuque de David. « Appelez la sécurité. » Preston aboya, bien que sa voix ait légèrement tremblé. « Faites sortir cette femme de mon hôpital. » David Harper dit, ne détournant pas le regard de Preston. « Donnez-moi une lame 10 et un kit de drainage thoracique. Bennett, arrêtez. » David balbutia, terrifié. « Il est le chef. » Harper n'attendit pas. Elle bougea. Mais cette fois, elle ne marchait pas comme une infirmière. Elle se déplaça avec la vitesse explosive d'une vipère. Preston essaya de lui attraper le bras à nouveau. « Je vous ai dit de. » Harper ne le frappa pas. Elle n'avait pas besoin de le faire. Alors que Preston tendait la main vers elle, elle a simplement pénétré sa garde, a piégé son poignet d'une main et a appliqué une pression sur le nerf radial tout en balayant sa jambe. C'est arrivé si vite que les images de la caméra de sécurité devraient plus tard être lues au ralenti pour le comprendre. Une seconde, Preston était debout. La suivante, il était face contre terre sur le sol en linoléum, son bras tordu derrière son dos à un angle qui le fit crier d'une agonie aiguë. « Restez à terre, » Harper commanda. Ce n'était pas une requête. C'était un ordre donné par un officier à un combattant hostile. Elle le relâcha, enjamba son corps gémissant et marcha vers le patient. Elle ramassa une nouvelle aiguille. « David, chronométrez-moi, » dit-elle calmement. Elle localisa le deuxième espace intercostal sur la poitrine de Knox. Elle enfonça l'aiguille. H! Le son de l'air pressurisé s'échappant de la cavité thoracique était audible dans toute la pièce silencieuse. Le moniteur au mur bipa une fois, 2 fois. Bip, 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 rythme sinusol. Le cœur battait à nouveau. Harper baissa les yeux vers Preston, qui luttait pour se mettre à genoux, serrant son poignet, son visage violet d'humiliation et de choc. « Il est vivant », dit Harper, retirant ses gants. «
Et vous, docteur, êtes relevé de vos fonctions. Preston se leva précipitamment, ses yeux exorbités, relevé de ses fonctions. Je suis le chirurgien en chef. Vous m'avez agressé. Je vous ferai arrêter. Je vous détruirai. Savez-vous qui je suis? Harper le regarda droit dans les yeux. Elle atteignit l'ourlet de son sous-vêtement à manches longues et le tira lentement vers le haut, révélant le muscle cicatrisé et strié de son avant-bras et le tatouage distinctif sur son poignet. Je sais qui vous êtes, Preston. Vous êtes un passif. Elle se tourna vers l'infirmier-chef stupéfait. Appelez la police et appelez le général Holloway au Pentagone. Dites-lui que Ghost a été compromise. Général, qui? David demanda, la mâchoire pendante. Faites juste l'appel, dit Harper, se retournant pour stabiliser son ancien sergent. Et tenez cet idiot loin de mon patient. L'arrivée du département de police de Seattle ne fut pas subtile. 2 officiers en uniforme, suivis d'un administrateur d'hôpital frénétique, poussèrent les doubles portes de l'ER. Dr. Silas Preston les attendait, appuyé contre le poste des infirmières, tenant une poche de glace sur son poignet. Il avait retrouvé son calme, remplaçant sa peur par un récit froid et calculé. C'est elle, Preston dit, pointant un doigt tremblant vers Harper. Harper se tenait près de la salle de traumatologie 1, observant le moniteur cardiaque du sergent-chef Knox. Le patient était stable, sa poitrine se levant et s'abaissant rythmiquement grâce au tube qu'elle avait inséré. Elle n'avait pas essayé de courir. Elle n'avait pas essayé de se cacher. Elle se tenait les mains jointes derrière le dos au repos, attendant. « Officier, » Preston dit, sa voix dégoulinante de victimisation pratiquée. « Cette femme est instable. Elle a désobéi à un ordre médical direct, mettant en danger la vie d'un patient. Et quand j'ai essayé d'intervenir, elle m'a agressé physiquement. Elle a presque cassé mon poignet. Je veux porter plainte immédiatement. » L'officier plus âgé, un homme nommé Sir John Brady, regarda Harper. Elle ne ressemblait pas à une menace. Elle semblait petite dans ses blouses trop grandes, son visage impassible. « Madame. » Brady s'approcha d'elle, sa main reposant près de son étui. « Éloignez-vous du patient. » Harper se tourna lentement. « Le patient est stable, Surgeon, mais il a besoin d'un transport à l'USI. Ses signes vitaux tiennent. Mais le pneumothorax a besoin d'une surveillance. Je n'ai pas demandé d'avis médical. » Brady claqua, influencé par la présence du chirurgien en chef. « Tournez-vous les mains derrière le dos. » Harper obtempéra. Elle ne résista pas lorsque l'acier froid des menottes claqua autour de ses poignets. Le son était aigu et final, coupant les murmures du personnel de l'ER. « Vous ne pouvez pas faire ça, David. » L'infirmier-chef fit un pas en avant, sa voix tremblante. Elle a sauvé la vie de cet homme. Que Preston allait le laisser mourir. « David ?» Preston aboya, ses yeux se rétrécissant en fente. « À moins que vous ne vouliez chercher un emploi dans une clinique vétérinaire en Alaska, je vous suggère de fermer votre bouche. C'est une affaire de police maintenant. » David se figea. Il regarda Harper, ses yeux implorant le pardon pour sa lâcheté. Harper lui fit juste un signe de tête presque imperceptible. « Cessez le combat, » le regard dit. « Ce n'est pas votre combat. »« Faites-la sortir d'ici, » Preston ricana, « et assurez-vous que la presse ne la voit pas. Je ne veux pas que cet hôpital soit associé à des psychopathes. » Alors que les officiers marchaient Harper à travers l'ER bondé, l'atmosphère était épaisse de tension. Les patients sur des brancards regardaient en silence. Les médecins évitèrent le contact visuel. Mais les infirmières, celles qui changeaient les draps, nettoyaient le vomi et tenaient les mains des mourants. Elles regardèrent Harper avec un nouveau respect étrange. Elles avaient vu le plaquage. Elles connaissaient la vérité. Juste au moment où ils atteignirent la sortie, un homme en costume anthracite sur mesure fit éruption par les portes administratives. C'était Sterling Preston, le président du conseil d'administration de l'hôpital et le père de Silas. C'était un requin aux cheveux argentés,
un homme connu pour enterrer les procès et ruiner les carrières. Silas! Sterling tonna, ignorant la police. J'ai eu votre texte. Est-ce vrai qu'une infirmière vous a attaqué? Elle est folle, papa. Silas gémit, laissant tomber la façade professionnelle instantanément. Elle a presque cassé mon bras. Ma main chirurgicale. Sterling tourna son regard vers Harper. Ses yeux étaient comme de la glace. Il marcha vers elle, envahissant son espace personnel, la regardant de haut. Vous avez commis une grave erreur, jeune femme. Sterling siffla. Je m'assurerai que vous ne travaillerez plus jamais dans le domaine de la santé. Je vous poursuivrai en justice pour chaque centime que vous gagnerez. Quand j'en aurai fini avec vous, vous aurez de la chance de trouver un emploi à balayer les rues. Harper le regarda. Elle ne cligna pas des yeux. Elle ne se recroquevilla pas. Elle l'analysa. Hypertension artérielle, probablement sous bêta-bloquant, trait de personnalité narcissique, agression née du droit, pas de la capacité. Niveau de menace bas. Avancez, dit le sergent Brady, poussant doucement Harper en avant. Alors qu'il la poussait à l'arrière de la voiture de police, Harper s'autorisa un seul coup d'œil en arrière vers l'hôpital. Elle vit Silas Preston debout dans la baie d'ambulance, souriant d'un air suffisant le bras de son père autour de son épaule. Il pensait avoir gagné. Il pensait que c'était une affaire de procès ou de licenciement. Harper appuya sa tête contre la grille métallique de la fenêtre de la voiture de police. Elle ferma les yeux et commença à compter. 1 minute depuis l'appel à Holloway. L'équipe d'extraction devrait se mettre en marche. La guerre n'avait pas pris fin pour Harper Bennett. Elle avait juste changé de chambre de bataille. La salle d'interrogatoire du 4e commissariat était une boîte terne de parpaing gris et une lumière fluorescente vacillante qui bourdonnait comme une mouche mourante. Harper était assise sur une chaise métallique, une main menottée à la table. Elle était là depuis 2 heures. Le détective Reed était assis en face d'elle. C'était un homme fatigué avec des taches de café sur sa cravate et un comportement qui suggérait qu'il avait tout vu. Il jeta un dossier sur la table. « Harper Bennett », dit Reed se penchant en arrière. « Pas d'antécédent. La licence d'infirmière est propre, bien qu'elle n'ait que 3 mois. » Avant ça, rien. Un fantôme? Harper ne dit rien. Elle fixa un poing sur le mur juste au-dessus de son épaule gauche. « Écoutez, Harper, » Reed soupira, essayant la routine du bon flic. Dr. Preston est un homme puissant. Son père possède pratiquement cette ville. Il pousse pour des accusations d'agression grave. Agression avec une arme mortelle, affirmant que vous avez utilisé un scalpel. Les yeux de Harper se tournèrent pour lire. Je n'ai pas utilisé de scalpel sur lui. Si j'avais utilisé une lame, il ne serait pas debout. Reed fit une pause, troublé par la livraison plate et factuelle. D'accord. Eh bien, il dit que vous l'avez menacé. Les témoins sont terrifiés de parler. Si vous me donnez votre version de l'histoire, peut-être pourrons-nous ramener ça à un délit. Travail d'intérêt général, gestion de la colère. Je veux mon appel téléphonique. Harper dit. Vous pouvez appeler un avocat. Reed dit. Mais un défenseur public n'aura aucune chance contre l'équipe juridique de la famille Preston. Ils viennent pour le sang. Je n'ai pas besoin d'avocat. Harper dit, j'ai besoin de faire un appel. Reed gémit et poussa un téléphone fixe à travers la table. Faites vite! Harper décrocha le combiné. Elle ne composa pas un numéro local. Elle composa une séquence que Reed ne reconnut pas trop de chiffres. Ici Sierra Setsunheim-Einer. Harper parla au téléphone, sa voix se transformant en une cadence de commandement que Reed n'avait jamais entendue d'un suspect auparavant. Code noir. Localisation commissariat de la police de Seattle 4. Situation d'otage. Je suis l'otage. Elle raccrocha. Reed la fixa. Qu'est-ce que c'était? Qui avez-vous appelé? Vous voudrez peut-être prendre du café et détective, Harper dit calmement. Ça va être une longue nuit. Avant que Reed ne puisse répondre, la porte de la salle d'interrogatoire s'ouvrit avec fracas. Mais ce n'était pas un autre flic. C'était un avocat en costume 3 pièces qui coûtait plus que le salaire annuel de Reed. Charles Whitlock,
l'avocat de la famille Preston. Il ne regarda pas Reed. Il regarda Harper avec un mélange d'ennui et de dédain. Mademoiselle Bennet, dit Whitlock, posant une mallette en cuir sur la table, « Je suis ici pour vous offrir une porte de sortie, un accord. » Il glissa un document vers elle. « Signez ceci. Il admet que vous avez subi un effondrement mental, présente des excuses au Dr. Preston et accepte la révocation immédiate de votre licence d'infirmière. En échange, les Preston abandonneront les charges criminelles. Vous quittez Seattle ce soir et nous n'entendons plus jamais parler de vous. » Harper regarda le papier. C'était une reddition, une confession de choses qu'elle n'avait pas faites. « Et si je ne le fais pas? » demanda-t-elle. Whitlock sourit. Une démonstration prédatrice de dents. « Alors vous allez en prison. Aussi simple que ça. Nous avons les juges. Nous avons le procureur. Vous n'êtes personne, mademoiselle Bennet. Vous êtes un insecte sur le pare-brise d'une voiture très chère. » Harper ramassa le stylo. Le sourire de Whitlock s'élargit. Elle fit tourner le stylo entre ses doigts, une habitude de ses jours de tireuse d'élite lorsqu'elle vérifiait de la dérive. « Vous avez vérifié ma licence d'infirmière, » dit Harper doucement. « Mais avez-vous vérifié mon D-214? » Whitlock fronça les sourcils. « Votre quoi? Mes papiers de démobilisation militaire. Non pertinent. » Whitlock agita sa main. « Quoi que vous ayez fait dans l'armée, plucher des pommes de terre, conduire des camions, ça n'a pas d'importance ici. » Boum! La lourde porte en acier de la zone de détention du commissariat s'ouvrit avec assez de force pour faire trembler les murs. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Reed se leva, tendant la main vers son arme. Des voix criaient dans le couloir. Pas des voix de police. C'étaient des voix plus fortes, plus profondes, autoritaires. « Agent fédéral, cessez le combat, éloignez-vous de la porte. » La porte de la salle d'interrogatoire fut ouverte d'un coup de pied. Deux hommes en équipement tactique complet, portant des carabines, entrèrent dans la pièce, scannant les coins instantanément. Ils étaient suivis par un homme en uniforme de service vert armé impeccable. 3 étoiles scintillaient sur ses épaulettes. Lieutenant General Halloway. La mâchoire de Reed tomba. Il retira instinctivement sa main de son arme et leva les mains. Whitlock semblait confus, agacé. « Excusez-moi, » Whitlock cria. « C'est un interrogatoire privé. Vous ne pouvez pas simplement faire irruption ici. Savez-vous qui est mon client? » Le général Halloway ignora complètement l'avocat. Il marcha droit vers Harper, qui était toujours menotté à la table. Le général, un homme qui avait commandé des théâtres de guerre entiers, s'arrêta devant l'infirmière. Il se tint au garde-à-vous. « Major, » dit Halloway, hochant la tête à Harper. « Général, » Harper répondit. « Enlevez-lui ses menottes. » Halloway ordonna, jetant un coup d'œil à Reed. « Maintenant, attendez une minute, » Whitlock s'interposa. « Elle est en état d'arrestation pour avoir agressé un chirurgien éminent. Vous n'avez aucune juridiction ici. » Halloway se tourna vers Whitlock. Le regard qu'il donna à l'avocat était le genre de regard habituellement réservé aux insurgés ennemis. Juridiction. La voix de Halloway était basse et dangereuse. « Fils, cette femme est un atout protégé du gouvernement des États-Unis. L'homme qu'elle a agressé a failli tuer un sergent-chef hautement décoré qui est actuellement sous ma protection. Et vous? » Il enfonça un doigt dans le costume coûteux de Whitlock. Interférer avec une enquête fédérale sur la faute professionnelle médicale et la négligence affectant un opérateur de niveau 1. Faute professionnelle médicale. Whitlock balbutia. Déverrouillez-la. Halloway aboya à Reed. Reed tâtonna avec ses clés, ses mains tremblantes, et déverrouilla les menottes. Harper se leva, frottant ses poignets. « Vous ont-ils fait du mal, Major? » Halloway demanda. « Négatif, monsieur. » Harper dit. « Juste gaspiller mon temps. »« Bien, » dit Halloway. « Nous avons un hélicoptère qui attend à l'héliport. » Knox est réveillé. Il demande après vous. Harper se tourna vers Whitlock, qui était pâle et en sueur. Elle se pencha près.
Dites à Preston que l'insecte vient de riposter. Le toit du Seattle Grace Memorial avait été converti en un poste de commandement temporaire. 2 officiers de la police militaire montaient la garde aux portes et un hélicoptère Black Hawk était au ralenti sur le pad, ses rotors tournant lentement. À l'intérieur de la suite VIP au dernier étage, habituellement réservée aux riches donateurs, le sergent-chef Knox gisait dans un lit entouré d'équipements bien plus avancés que ce que l'ER possédait. L'armée avait apporté sa propre équipe médicale. Harper entra maintenant, vêtue d'une combinaison de vol propre fournie par l'équipe de Holloway. Elle ressemblait plus à elle-même. Les blues y avaient toujours ressemblé à un costume. Knox ouvrit les yeux. Il avait l'air rude des tubes dans son nez, des contusions couvrant la moitié de son corps, mais il était vivant. Il vit Harper et un faible sourire se répandit à travers sa barbe. « Fantôme, il râla, j'ai cru vous voir, j'ai cru être mort, et vous étiez l'ange de la mort venant me chercher. »« Pas aujourd'hui, chef, » dit Harper, prenant sa main. « Vous aviez un poumon effondré. Le boucher local a failli faire frire votre cœur, essayant de choquer un rythme qui n'était pas là. »« Le chirurgien ?» Knox demanda, toussant légèrement. Pris en charge, Harper dit. Le général Holloway se tenait près de la fenêtre, regardant la ligne d'horizon de la ville. « Pas entièrement, Major. Nous avons un problème. » Harper se retourna. Sterling Preston ne recule pas, Holloway dit sombrement. Il sollicite des faveurs, des sénateurs, des gouverneurs. Il tisse ce récit que vous êtes une soldate rebelle avec un SSPT qui a craqué et a attaqué un docteur. Il va à la presse dans 1 heure. La mâchoire de Harper se serra. « Laissez-le. »« Ce n'est pas si simple, » dit Holloway. « S'il creuse trop profondément, il pourrait découvrir l'opération Cinder, la mission en Syrie. » La pièce devint froide. L'opération Cinder était la raison pour laquelle Harper avait quitté le service. C'était une extraction classifiée où les choses avaient mal tourné, horriblement mal. Des civils étaient morts à cause de mauvaises informations fournies par la CIA, mais le blâme était presque tombé sur l'unité de Harper. Il avait été expurgé, enterré et scellé. S'il expose cela, Harper dit doucement, « Mon équipe est traînée dans la boue. Les familles des défunts. » Exactement. Holloway dit, Sterling Preston menace de publier des fuites anonymes affirmant que vous avez été renvoyé de manière déshonorante pour crimes de guerre, à moins que nous ne vous livrions aux autorités civiles et que nous ne fassions des excuses publiques. Ils tiennent ma réputation en otage pour sauver l'ego de son fils. Harper réalisa. Il déclare la guerre. Knox grogna du lit. Alors, nous nous battons. Comment? Harper demanda. Nous ne pouvons pas faire taire un milliardaire civil sans causer un incident national. Nous ne le faisons pas taire, Holloway dit, un petit sourire rusé apparaissant sur son visage. Nous le laissons parler et ensuite nous l'enterrons avec la vérité. Holloway lança une tablette à Harper. Pendant que vous étiez dans la cellule, mes officiers de renseignement ont fait un peu de fouille sur le Dr. Silas Preston et l'administration hospitalière de son père. Il s'avère que votre incident n'était pas la première fois que Silas gâchait tout. Harper fit défiler les fichiers, ses yeux s'écarquillèrent. Affaire 402, mort injustifiée, réglée à l'amiable. NDA signé. Affaire 519, amputation de membres erronés, réglée à l'amiable. NDA signé affaire 660 overdose due à une erreur de médication effacée des dossiers. Il y en avait des dizaines. Une traînée de corps et d'argent secret. Silas Preston n'était pas seulement arrogant. Il était incompétent et dangereux. Et son père utilisait les fonds de l'hôpital pour payer les victimes depuis une décennie. « C'est un cimetière », Harper murmura. « C'est un levier », Holloway corrigea. « Mais nous avons besoin de plus que des fichiers. Nous avons besoin d'un témoin, quelqu'un de l'intérieur qui peut témoigner que ces dossiers sont réels et que Sterling Preston a ordonné les dissimulations. » Harper repensa à l'heure, la peur dans les yeux de l'infirmière, la façon dont David l'infirmier-chef avait essayé de parler, mais était terrifié, et la jeune infirmière Kinsley avec les blouses roses. « Je connais quelqu'un, » Harper dit.
Infirmière Kinsley. Elle voit tout. Elle gère les archives numériques de l'unité de traumatologie. C'est une civile. Holloway avertit. Si nous l'approchons, nous lui mettons une cible sur le dos. Elle est déjà une cible, Harper dit. Se levant. Preston terrorise ce personnel. Si nous leur donnons une chance de riposter, ils le feront. Vous voulez redescendre là-bas? Holloway demanda. Dans la fosse aux lions. Je dois faire sortir Kinsley avant que Preston ne purge les serveurs, Harper dit, zippant sa combinaison de vol. S'il sait que nous avons les fichiers, il supprimera les sauvegardes. J'ai besoin des disques durs. Vous avez 1 heure avant la conférence de presse de Preston. Holloway vérifia sa montre. Je ne peux pas envoyer de troupes dans un hôpital civil pour voler des disques durs. C'est illégal. Harper marcha vers la porte. Elle regarda en arrière, ses yeux brillants de l'intensité qui lui avait valu l'indicatif d'appel. Fantôme. Vous n'envoyez pas de troupes, général. Je suis juste une infirmière qui va chercher son dernier chèque de paie. Le sous-sol de Seattle Grace Memorial était un labyrinthe de tuyaux de vapeur, de générateurs bourdonnants et de chariots de linge. C'était un monde loin des lumières stériles des étages supérieurs. Et c'était l'élément de Harper Bennett. Elle avait abandonné la combinaison de vol, l'échangeant contre une combinaison de conciergerie qu'elle avait volée à un chariot de linge près du quai de chargement. Elle se déplaçait à travers les ombres, évitant les caméras de sécurité qu'elle avait mémorisées pendant ses 3 mois d'emploi. Sa cible était la salle des serveurs informatiques au 4e étage, adjacente au bureau administratif. Elle n'était pas seule. Le général Holloway ne pouvait pas envoyer de troupes, mais il pouvait fournir des yeux. Par un petit écouteur, un officier de renseignement de l'hélicoptère au-dessus la guidait. « Major, soyez avisé. Nous avons 4 contractuels de sécurité privée se déplaçant dans le hall. Sterling Preston a engagé des gros bras. Ils ne sont pas de la sécurité hospitalière. Ils sont armés. »« Compris, » Harper murmura, se pressant contre un pilier en béton, alors qu'un ouvrier de maintenance passait, inconscient. « Quel est leur rôle? » Inconnus mais basés sur le profil de Sterling, ils sont probablement autorisés à vous détenir par tous les moyens nécessaires. Ne pas engager à moins d'être compromise. Harper atteignit l'ascenseur de service. Elle utilisa une carte clé maîtresse qu'elle avait subtilisée à un aide-soignant négligent des semaines auparavant. Les portes s'ouvrirent en glissant. Elle entra et appuya sur le bouton du 4e étage. Alors que l'ascenseur montait, Harper vérifia son arme de fortune, une clé à molette qu'elle avait trouvée dans le chariot du concierge. Ce n'était pas un fusil, mais en combat rapproché, cela casserait un genou ou briserait un poignet très bien. Ding! Les portes s'ouvrirent. Le couloir était calme, tapissé de moquettes moelleuses et de portes en acajou. C'était l'aile exécutive. Harper bougea vite. Elle atteignit la porte marquée « Archives de serveur ». Elle était verrouillée. Elle n'avait pas le code. « Ouvrez la porte, Kinsley », elle murmura, espérant que l'infirmière était à l'intérieur. Silence. « Kinsley, c'est Bennett. Je sais que vous êtes là. Je sais pour le dossier noir. » Un instant plus tard, la serrure électronique bourdonna. La porte s'entr'ouvrit. L'infirmière Kinsley se tenait là, son visage pâle, les yeux rouges d'avoir pleuré. Elle tira Harper à l'intérieur et verrouilla la porte derrière elle. La pièce était froide, remplie du bourdonnement des ventilateurs de refroidissement et des lumières bleues clignotantes. « Vous n'auriez pas dû revenir, » Kinsley dit, sa voix tremblante. « Ils vous cherchent. » Sterling Preston a des hommes qui balayent les étages. Il leur a dit que vous avez une arme. « Oui, aussi, » Harper dit, tapant sa tête. « J'ai la vérité. Où sont les disques? » Kinsley désigna un poste de travail. Une barre de progression sur l'écran montrait la suppression en cours 85%. Il l'efface à la distance. Kinsley sanglota. Sterling l'a appelé il y a 10 minutes. Il a ordonné une mise à jour du système. C'est en fait une purge totale des 10 dernières années de journaux chirurgicaux. Une fois que cela atteint 100% la preuve des erreurs de Silas, les décès,
les dissimulations, tout est parti. Pouvez-vous l'arrêter? Harper demanda. J'ai essayé. Je suis bloqué des contrôles d'administration. Harper regarda le rack de serveur. Si nous ne pouvons pas arrêter le logiciel, nous prenons le matériel. Elle se déplaça vers la tour de serveur principale. Quel disque contient les sauvegardes chirurgicales? B3 disque Kinsley dit. Harper atteignit la poignée de déverrouillage de la baie de disque dur. Crash. La porte de la salle des serveurs ne s'est pas juste ouverte, elle fut défoncée de ses gonds. Deux hommes en costume sombre firent interruption. Ils n'étaient pas de la police. C'étaient des mercenaires au cou épais, aux yeux morts. L'un d'eux tenait une matraque paralysante. L'autre tenait un pistolet silencieux. Éloignez-vous du serveur. L'homme avec le pistolet aboya. Kinsley cria et tomba au sol. Harper ne se figea pas. Elle calcula. Distance, 10 pieds. Menace, arme à feu. Solution, violence de l'action. Ne tirez pas, Harper cria, levant les mains, feignant la panique. Je suis juste une femme de ménage. Le tireur hésita pendant une microseconde, confus par la combinaison. C'était tout ce dont Harper avait besoin. Elle lança la clé à molette. Ce n'était pas un lancer aléatoire. Elle tourna dans l'air et frappa le tireur directement sur l'arête du nez. Il hurla, sa tête se projetant en arrière, le pistolet tirant une balle dans le plâtre du plafond. Harper se projeta en avant. Elle plaqua l'homme avec la matraque paralysante avant qu'il ne puisse la lever. Ils frappèrent le sol durement. Il était fort, probablement ancien militaire, mais il se battait avec colère. Harper se battait avec la physique. Elle bloqua un coup pour le poing, enfonça son coude dans son plexus solaire, et puis enroula ses jambes autour de son cou dans un étranglement en triangle. Il se débattit, essayant de lui arracher les yeux. Mais Harper serra. Ses cuisses étaient comme des colles de fer. 3 secondes, 4 secondes, les yeux de l'homme se révulsèrent. Il devint mou. Harper roula de dessus lui et se précipita vers le pistolet que le premier homme avait laissé tomber. Elle le lança du pied à travers la pièce sous les racks de serveur. Elle ne voulait pas les tuer, elle voulait juste finir la mission. Elle courut vers le serveur. Sous pression 98%, c'est trop tard. Kinsley pleura. Non. Harper serra les dents. Elle saisit la poignée de la baie de disque dur et tira. Il était verrouillé en place. Harper, attention. Harper se retourna. Silas Preston se tenait dans l'embrasure de la porte. Il avait l'air maniaque, sa cravate défaite, de la sueur coulant sur son visage. Il tenait le pistolet qu'elle avait éloigné du pied. « Vous avez tout ruiné. » Silas cria, le pistolet tremblant dans sa main. « Ma vie, ma réputation. Je suis un dieu dans cette ville. »« Vous êtes un boucher, Silas, » Harper dit, se tenant devant Kinsley pour la protéger. « Et c'est fini. C'est fini quand je dis que c'est fini. » Silas arma le chien. « Lâchez ça, Preston. » La voix vint du couloir. Silas se retourna. Debout là n'était pas la police. Ce n'était pas le général Holloway. C'étaient les infirmières. 20 d'entre elles. David, Chloé, infirmière de pédiatrie, oncologie et de l'USI. Elles se tenaient d'épaule contre épaule bloquant le couloir. Elles n'étaient pas armées de pistolets. Elles tenaient des potences de perfusion, de lourds réservoirs d'oxygène et des porte-blocs. Elles semblaient en terrifiées, mais elles ne bougeaient pas. « Écartez-vous de mon chemin » Silas cria, visant le pistolet sur elle. « Je tirerai, je le jure devant Dieu. »« Non, vous ne tirerez pas, » David dit, faisant un pas en avant. « Parce qu'il y a des caméras partout, Silas, et nous sommes tous des témoins. Vous ne pouvez pas renvoyer tout le monde. » Silas hésita. Le poids du moment, le nombre écrasant de personnes se tenant contre lui, brisa son ego fragile. Pendant que son attention était divisée, Harper bougea. Elle ne l'attaqua pas. Elle tendit la main en arrière et arracha le disque dur du rack de serveur avec un grognement d'effort, cassant le mécanisme de verrouillage en plastique. L'écran devint noir. Silas se tourna vers Harper, ses yeux grands ouverts. « Donnez-moi ça. » Harper tint le disque en l'air. « Vous le voulez? Venez le chercher.
Les sirènes hurlaient dehors. La vraie police était arrivée, pas celle sur la liste de paie de Sterling. La police d'État appelée par Holloway. Salas regarda le pistolet, puis Harper, puis les infirmières. Il laissa tomber le pistolet. Il tomba à genoux, couvrant son visage de ses mains, sanglotant comme un enfant. Harper le dépassa, enjambant ses jambes. Elle regarda David et les autres infirmières. « Merci pour le renfort, dit-elle doucement. Nous restons ensemble. » David sourit nerveusement. « Équipe de traumatologie, n'est-ce pas? » Harper hocha la tête. Elle regarda le disque dur dans sa main. « Allons regarder les nouvelles. » Le grand atrium de Seattle Grace Memorial était moins un hall d'hôpital et plus une cathédrale à la médecine d'entreprise. Les sols en marbre poli reflétaient l'éblouissement de 100 flashs d'appareils photo et l'air était épais du bourdonnement des reporters et du parfum de colonnes coûteuses. Sterling Preston se tenait à un pupitre en acajou, baigné dans la lumière blanche dure des médias. Il avait l'air, de bout en bout, le leader affligé et concerné. Il portait un costume qui coûtait plus que le salaire annuel d'une infirmière, et son visage était arrangé en un masque de gravité pratiqué. Derrière lui se tenaient les membres du conseil d'administration de l'hôpital, une rangée de costumes gris hochant la tête dans un rythme sycophante. « Mesdames et messieurs de la presse, Sterling commença sa voix, baryton doux et autoritaire. Il se pencha vers le groupe de microphones, ses yeux scannant la pièce. « C'est avec un cœur lourd que je dois aborder l'incident violent qui s'est produit à l'intérieur de ces murs plus tôt aujourd'hui. Nous nous enorgueillissons d'être un sanctuaire de guérison. Mais aujourd'hui, ce sanctuaire a été violé. » Il fit une pause pour l'effet, laissant les reporters se pencher, un individu perturbé. Sterling continua, son ton durcissant. « Une ancienne soldate, Harper Bennett, que nous avons embauchée de bonne foi comme infirmière temporaire, a subi une grave crise psychotique. Souffrant de SSPT non traité, elle a infiltré notre unité de traumatologie, mis en danger la vie d'un patient critique et a lancé une agression physique vicieuse et non provoquée sur mon fils, le chirurgien en chef Salas Preston. » Des murmures se propagèrent dans la foule, des stylos griffonnèrent furieusement contre des bloc-notes. Sterling les tenait dans la paume de sa main. Il peignait un chef-d'œuvre de mensonge. « Nous coopérons pleinement avec les autorités pour appréhender cette femme dangereuse, » Sterling dit, élevant légèrement la voix pour noyer une question d'un reporter de CNN. « Nous avons des preuves qu'elle a un historique d'instabilité. Nous ne nous reposerons pas tant qu'elle ne sera pas derrière les barreaux, assurant la sécurité de notre personnel et de nos patients. Cet hôpital ne sera pas tenu en otage par un élément rebelle. » Au-dessus du pupitre, le mur LED 8K massif, habituellement réservé à l'affichage des noms des donateurs et aux vidéos en boucle de médecins souriants, vacilla. Au début, ce n'était qu'un glitch. Une ligne statique dentelée coupa à travers le logo de l'hôpital. Sterling ne remarqua pas. Il était trop occupé à condamner Harper. Que cela serve d'avertissement que nous avons zéro tolérance pour la violence. ZZRT. Le statique devint plus fort, une déchirure électronique dure qui fit que plusieurs personnes au premier rang se couvrirent les oreilles. Le logo de l'hôpital se déforma, se tordant en bruit numérique avant que l'écran ne devienne noir. Sterling fronça les sourcils, regardant par-dessus son épaule. « Difficulté technique », il murmura à un aide. « Réparez-le maintenant. » Mais l'écran ne resta pas noir. Une image granuleuse en noir et blanc vacilla en existence. C'étaient des images de sécurité. L'horodatage dans le coin indiquait « Aujourd'hui, 1400 heures ». L'angle était élevé, regardant dans la salle de traumatologie 1. L'image était indéniable. Il montrait un patient en ligne plate. Il montrait Harper Bennett plaidant son langage corporel, désespéré mais contrôlé. Et il montrait le Dr. Silas Preston, debout au-dessus du patient, n'aidant pas, mais ricanant. Puis l'audio a démarré. Ce n'était pas le petit son d'un flux de sécurité.
Il avait été amplifié, clarifié. Connais ta place, ordure. La voix du chirurgien en chef résonna à travers les haut-parleurs de qualité concert de l'atrium. Elle résonna sur les murs de marbre plus fort que les appels de la presse, plus fort que le trafic extérieur. La vidéo montrait la gifle. Elle montrait Silas Preston entrelacer ses doigts dans les cheveux de Harper et lui tirer la tête en arrière avec une force vicieuse et arrogante. Le halètement collectif de la pièce aspira l'oxygène de l'air. Les flashs s'arrêtèrent de crépiter. Le silence était absolu, sauf pour la vidéo en boucle sur l'écran géant. Le visage de Sterling Preston se vida de couleur. Il ressemblait à un homme qui avait reçu un coup de poing dans le ventre. Il se tourna vers son équipe technique, son calme se brisant. Coupez le flux. Coupez-le maintenant. Qui fait ça? Mais la vidéo changea. Les images de l'agression se réduisirent au coin de l'écran, remplacées par une cascade de documents défilantes. Ce n'étaient pas des dossiers publics, c'étaient des PDF estampillés confidentiels, ne pas distribués et NDA signés. Rapport d'erreur médicale numéro 402. Patient décédé. Cause négligence chirurgicale. Chirurgien Silas Preston. Action règlement. Payé 2,5 millions. Dissimulation autorisée par Sterling Preston. Les reporters altèrent à nouveau. Une frénésie éclata. Les caméras zoomèrent sur l'écran, capturant la preuve d'années de corps enterrés. Incident numéro 519, amputation de membres erronés. Incident numéro 660, overdose létale. Statue effacée des âmes. C'est un faux, Sterling cria, saisissant le microphone, sa voix se brisant en un cri aigu. C'est une cyberattaque. Ce sont des mensonges générés par IA. Sécurité, évacuez la pièce. Je veux que tout le monde sorte. Ils ont l'air assez réels pour moi, Monsieur Preston. La voix profonde coupa la panique de Sterling. Les lourdes portes tournantes en verre de l'entrée principale s'arrêtèrent de tourner. La foule se sépara comme la mer Rouge. Le lieutenant général Holloway entra. Il ne portait pas d'uniforme de cérémonie cette fois-ci. Il était en treillis de combat complet, flanqué de 4 officiers de la police militaire, portant des carabines et de 2 agents de la patrouille de l'État de Washington. L'aura d'autorité qu'il projetait était plus lourde que le bâtiment lui-même. Et marchant juste à côté du général était Harper Bennett. Elle n'avait pas changé. Elle portait toujours la combinaison de maintenance bleu sale qu'elle avait volée du sous-sol. Son visage était taché de graisse et elle tenait un disque dur d'ordinateur brisé dans sa main comme une arme. Sterling se figea. Il serra les côtés du pupitre jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Il chercha son équipe de sécurité, mais ses mercenaires engagés étaient introuvables, probablement déjà ligotés au sous-sol. « Vous », Sterling siffla, pointant un doigt tremblant vers Harper. « Vous avez fait ça. Officier, arrêtez-la. Elle a volé des biens confidentiels. Elle a piraté nos systèmes. » L'agent de la patrouille d'État principale, un homme grand avec une mâchoire de granit, monta sur la plateforme surélevée. Il passa devant Harper sans même la regarder. Il marcha droit vers Sterling Preston. « Sterling Preston », l'agent de la patrouille dit, sa voix résonnant son microphone. « Vous êtes en état d'arrestation. » Sterling recula. « Excusez-moi. Savez-vous qui je suis? Je suis le président de ce conseil. Je dîne avec le gouverneur. » « Vous êtes en état d'arrestation, l'agent de la patrouille répéta, sortant une paire de lourdes menottes en acier de sa ceinture pour complot, en vue de commettre une fraude obstruction à la justice et altération de preuves et complicité d'homicide involontaire. Tournez-vous et placez vos mains derrière votre dos. C'est de la folie, Sterling cracha, se débattant alors que l'agent de la patrouille le fit tourner. Je poursuivrai ce département jusqu'à la ruine. J'aurai votre insigne. Harper Bennett est la criminelle ici. Harper monta les marches de la scène. Les caméras se tournèrent vers elle, 1000 objectifs se focalisant sur la femme en combinaison de femme de ménage. Elle s'arrêta à quelques centimètres de Sterling.
De près, le milliardaire semblait petit. Il avait l'air terrifié. « Je ne suis pas une criminelle, Sterling. » Harper dit, sa voix calme, amplifiée par le microphone dans lequel Sterling venait de crier. « Et je ne suis pas un fantôme. » Elle leva le disque dur. « Mais les fantômes vous hantent pour vos péchés. » Elle murmura assez fort pour que lui seul l'entende. « Considérez-vous hanté. » Alors que l'agent de la patrouille traînait un Sterling qui donnait des coups de pied et criait hors de la scène, les portes de l'ascenseur derrière le pupitre s'ouvrirent. Deux autres officiers émergèrent, menant le Dr. Silas Preston. Il ne criait pas. Il pleurait. Ses mains étaient menottées derrière son dos. Son manteau blanc pendait d'une épaule et il regardait le sol, incapable de croiser le regard du personnel qui l'avait tourmenté pendant des années. L'atrium redevint silencieux alors que les Preston étaient chargés à l'arrière des voitures de police en attente, les lumières bleues clignotantes se reflétant sur les murs de verre. Puis un seul son brisa le silence. Applaudissements. C'était lent, délibéré. Harper se tourna. Sur le balcon de la mezzanine surplombant l'atrium, le sergent-chef Knox était assis dans un fauteuil roulant poussé par un médecin militaire. Il était pâle, branché à de l'oxygène portable, mais ses mains se rejoignaient. Clap, clap. Puis David, l'infirmier-chef, sortit de la foule du personnel. Il applaudit. Puis Kinsley, essuyant des larmes de ses yeux. Puis Chloé, puis les chirurgiens qui avaient eu trop peur de parler. Le son grossit, il passa d'un filet à un rugissement. Les reporters, les patients, les concierges, les médecins, tout le monde applaudissait. Ce n'était pas un applaudissement poli. C'était une ovation tonitruante, un relâchement de tension qui avait étreint l'hôpital pendant des années. Ils n'acclamaient pas une célébrité. Ils acclamaient la femme en combinaison tachée de graisse qui avait résisté au feu et refusé de brûler. Harper se tenait là mal à l'aise avec les éloges. Elle déplaça son poids, cherchant une sortie. Le général Holloway s'avança à ses côtés, un rare sourire brisant son expression de pierre. « Vous savez, Major, » Holloway dit, se penchant, « c'était une sacrée extraction. Je pense que vous pourriez être surqualifié pour changer les bassins de lit. » Harper regarda le disque dur, puis le tendit à un agent fédéral attendant à proximité. « Cela devait être fait, monsieur. Le Pentagone a une nouvelle initiative. » Holloway continua, regardant la foule. « Équipe médicale d'intervention rapide pour les zones à haut risque. Nous avons besoin de quelqu'un qui peut gérer un scalpel et une crise à parts égales. Quelqu'un qui ne cille pas. Je peux faire rétablir votre commission d'ici le matin. » Pleins honneurs. De retour au 160e. Harper regarda le général. Puis elle regarda le balcon où Knox lui fit un pouce levé. Elle regarda les infirmières David Kinsley, l'équipe pour laquelle elle s'était battue. Elle lui souriait non pas comme à une étrangère, mais comme à l'une des leurs. Pour la première fois depuis qu'elle avait quitté le service, le bruit dans la tête de Harper, les mortiers, les cris, la culpabilité étaient silencieux. « J'apprécie l'offre, General, » Harper dit doucement, « mais je pense que ma mission est ici. » Holloway haussa un sourcil. « Ici, à récurer les sols. »« Non, » Harper dit, regardant une nouvelle ambulance entrer dans la baie dehors, ses lumières clignotant rouge. « Sauver des vies. » De plus, elle fit un geste vers les portes de l'ER où un brancard était précipité. Quelqu'un doit s'assurer que le nouveau chirurgien en chef n'est pas un complexe de Dieu. Holloway rit d'un son profond et aboyeur. « Assez juste. Démise, Major. » Harper hocha la tête. Elle se détourna des caméras, loin de l'adulation, et marcha vers les doubles portes de la salle d'urgence. Elle ne marchait plus la tête baissée. Elle ne cachait pas la cicatrice de shrapnel sur son bras ou le tatouage de dingue ailé sur son poignet. Elle poussa les portes, laissant le cirque médiatique derrière elle et retourna dans le chaos de l'ER. L'odeur d'antiseptique et de sang la frappa. Et pour la première fois depuis longtemps, ça ne sentait pas la guerre. Ça sentait le travail. « David », elle appela, saisissant une nouvelle paire de gants d'une boîte sur le mur.
La B4 a besoin d'une perfusion de sérum physiologique et d'un kit de suture. Allons-y. Harper Bennett était de retour en service. L'histoire de Harper Bennett nous rappelle que la vraie force n'est pas une question de titre de rang ou de combien d'argent vous avez en banque. C'est à propos de ce que vous faites quand la pression est là et que des vies sont en jeu. Dr. Preston pensait que son statut le rendait intouchable, mais il a appris à ses dépens que vous ne jugez jamais un livre par sa couverture, surtout quand ce livre est un vétéran endurci au combat qui a vu plus en un jour qu'il n'en a vu dans une vie. Harper n'a pas seulement sauvé un patient. Elle a sauvé l'âme de cet hôpital, prouvant qu'une personne défendant ce qui est juste peut abattre un empire de corruption. Avez-vous aimé cette histoire? Si vous l'avez fait, s'il vous plaît, écrasez ce bouton j'aime. Ça aide vraiment la chaîne à grandir et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la notification en forme de cloche pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Qu'auriez-vous fait si vous étiez à la place de Harper? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans la prochaine.